Allez, salut à tous, salut les académiciens. Encore, soyez les bienvenus dans une session hebdomadaire de formation et surtout d'information. D'accord? Donc, aujourd'hui, encore comme à notre habitude, on va essayer un petit peu de tamiser, de scanner un petit peu les marchés, essayer un petit peu de se projeter, bien qu'une fois de plus, je répète, on n'a aucune boule de cristal, on analyse uniquement les données et on essaie de se projeter. Avec le temps, vous avez dû comprendre qu'aujourd'hui, les statistiques que nous allons peut-être vous donner, ou bien souvent des informations quand vous partagez en longueur de temps, ben, la plupart d'entre elles sont à peu près exactes à 70, 80, 90%. On ne peut pas être exact à 100%. Maintenant, le plus dur, c'est de se dire qu'est-ce que nous faisons de ces informations. Okay? Donc, je ne vais pas revenir sur l'aspect fondamental. Vous voyez ce qui se passe bien fondamentalement. C'est, pour ne pas dire le terme, c'est le bordel. Un gros bordel sans nom. Mais comme on dit, dans chaque chaos, il y a des opportunités à pouvoir éventuellement aller gratter pour ceux qui savent ouvrir et pour ceux qui savent surtout comment s'orienter. Pour cela, je vais juste présenter quelque chose très rapidement. Je vais partager mon écran de l'autre côté pour qu'on puisse le voir. Et ça, c'est important parce qu'il faudrait que vous soyez toujours, il faudrait que vous ayez toujours de la mémoire. C'est très important parce que les finances, les informations, il y a toujours de la mémoire parce que ce sont les mêmes choses qui ont tendance à se répéter en longueur de temps. Donc, si vous n'avez pas de mémoire pour essayer de vous rappeler d'une situation donnée ou des informations données, ça serait très difficile que vous puissiez éventuellement vous en sortir, peu importe ce que vous allez faire. C'est vraiment très important. Et pour cela, je vais revenir ici uniquement. J'espère que tout le monde voit mon écran. Je suppose que oui, parfait. Donc ici, je reviens uniquement, par exemple, sur ce que j'ai balancé dans notre groupe Discord. C'est concerne le CDS de la banque Deutsche Bank. Donc, Deutsche Bank, ce n'est pas n'importe quelle banque, c'est une très grosse banque. J'espère que vous avez le temps de le lire. Et vous voyez ce que je dis, c'est aujourd'hui à 5 heures du matin. Donc, la Deutsche Bank a 1500 milliards d'euros d'actifs, donc 3 fois plus que le Crédit Suisse, et un cours boursier en baisse depuis 2008. Donc, le cours de la Deutsche Bank n'a cessé de baisser depuis la dernière crise des subprimes en 2008. Un autre cadavre qui sort du placard. Et qu'est-ce que je dis? L'histoire se répète. En octobre de l'année dernière, c'est là où c'est intéressant pour que vous compreniez qu'on n'utilise que les données. Donc, je stipule que l'histoire se répète. En octobre de l'année dernière, j'avais déjà publié une alerte du genre sur Crédit Suisse. 5 mois plus tard, on connaît la conséquence. Et là, pour ça, pour ceux qui veulent lire, je reviens ici, je reviens juste ici, vous cliquez juste là. Ça nous ramène sur le post qu'on avait publié, regardez la date, 4 octobre 2022. Et à l'époque, c'est exactement ce que la Deutsche Bank est en train de vivre aujourd'hui. À l'époque, qu'est-ce que je disais? J'ai d'abord défini qu'est-ce que c'est qu'un CDS. Je vais définir ça rapidement. C'est crédit défaut swap. Le crédit défaut swap est un produit dérivé qui permet de s'assurer contre le risque de non-paiement d'une dette émise par un État ou une entreprise. Donc, dans cette situation, c'est une entreprise puisque c'est le Crédit Suisse. Il s'agit d'un contrat qui s'apparente à une assurance. L'acheteur du crédit défaut swap, c'est-à-dire le CDS, verse une commission annuelle au vendeur en contrepartie de laquelle le vendeur s'engage à compenser les pertes de l'actif de référence, c'est-à-dire le sous-jacent. En cas de survenance d'un événement, peu importe l'événement. D'accord? Le vendeur s'oblige donc à dédommager l'acheteur en cas de défaut de paiement sur la dette que détient. Et à cette époque, je disais, pas bon du tout. Nous étions le 4 octobre et Crédit Suisse a fait faillite il y a à peine une semaine de cela. Est-ce que j'avais une boule de cristal pour le dire? Non, pas du tout. J'ai uniquement analysé les données. Les données, on peut les analyser. Ceux-là, ce sont des éléments qu'on appelle, ce sont des indicateurs avancés. C'est-à-dire, ce sont des indicateurs qui sortent, qui annoncent éventuellement une potentielle situation qui n'est pas bonne. Et à l'époque, on avait déjà ces données. Et qu'est-ce que je vous dis par la suite? Pour ceux qui suivent, voilà pourquoi c'est toujours important de suivre ce qu'on balance. C'est vraiment important. Et ça vous permettra éventuellement de job et de faire vos propres recherches en partant de là. D'accord? Et qu'est-ce que je dis par la suite ici? Je vous dis qu'aujourd'hui, la finance a des ramifications partout. Et ceux qui peuvent voir la situation dans son ensemble auront un certain avantage sur ceux qui ne le peuvent pas. Sachez que tous les marchés sont liés, crypto-monnaie, actions, obligations, etc. Et ces flux de capitaux se déplacent au gré des situations fondamentales. Donc, qu'est-ce que cela veut dire pour essayer comment dirais-je, de résumer très rapidement? Donc, vous avez vu qu'on analyse une situation avec des données. On peut avoir ces données, on les analyse aujourd'hui.
ça devient plutôt très facile. On n'a pas besoin de sortir d'une grande école d'ingénieur ou d'une grande école d'économie pour essayer d'analyser ces données. Avec un peu de temps, on arrive vraiment à s'y faire. Le plus dur, c'est d'avoir ces données parce qu'il faut les payer. Et une fois qu'on sait où regarder, on saura que dans un secteur, il y a des bousculades, il y a des tensions, et automatiquement, qu'est-ce que ces capitaux? Ces capitaux ne vont pas se volatiliser, non. Ces capitaux vont se déplacer. Et on l'a vu récemment avec ce qui s'est passé lorsque la SVB a chuté. On a tout de suite vu que les crypto-monnaies, et en particulier le Bitcoin, a explosé. Contrairement, par exemple, à l'or, encore à l'époque, quand on avait ce genre de situation, c'est le dollar et l'or qui en profitaient aujourd'hui. Vous connaissez tous la situation du dollar. On ne va pas rentrer dans les détails. Et l'or commence à moins en moins en profiter. Okay? Et on le voit très bien que les crypto-monnaies commencent à attirer ces capitaux lorsqu'il y a un petit peu de tension. Ça peut être des tensions dans les secteurs des crédits, ça peut être des tensions dans les secteurs des liquidités, ça peut être des tensions dans les secteurs des obligations, ça peut être des tensions comme on le voit aujourd'hui dans les secteurs bancaires. Donc, une fois que vous comprenez qu'un secteur ne va pas bien, dites-vous où vont aller ces capitaux. D'accord? Posez-vous juste cette question. Et une fois que vous avez des données, vous voyez très bien que ces capitaux se déplacent. Une grosse partie, on l'a vu pendant cette crise, qu'une grosse partie s'est déplacée sur les crypto-monnaies. Et on l'a vu comment les crypto-monnaies ont explosé à un point mais pas possible. D'accord? Donc là, maintenant, on nous parle de la Deutsche Bank. Donc, vous avez vu que la Deutsche Bank, c'est au moins 2 ou 3 fois plus que Crédit Suisse. Ça veut dire que si dans 4, 5 mois, 6 mois, la Deutsche Bank se retrouve dans la même situation que Crédit Suisse, chose qui n'est pas négligée parce que l'histoire se répète, ça va faire une contagion sur une grosse partie des banques dans la zone euro. Parce que les Américains, on sait comment ils vont se démerder. Maintenant, j'ai hâte de voir Christine Lagarde. Est-ce que Christine Lagarde, c'est-à-dire la présidente de la BCE, va agir de la même manière que Jérôme Powell de la Fed, qui a pratiquement fait sortir tout de suite près de 300 000 milliards pour injecter à ces banques. Et il a dit aux Américains, ne vous en faites pas, tous les dépôts de nos clients vont être garantis. Ça veut dire qu'ils ont appris des leçons de 2008-2009. Bon, est-ce que Christine Lagarde va agir de la même manière? C'est difficile parce que l'Europe, ce n'est pas les États-Unis. D'accord? Vous comprenez bien que ce n'est pas les États-Unis. Chaque pays, la France n'a même pas le même poids que l'Allemagne, ou l'Allemagne n'a pas le même poids que l'Italie, l'Italie n'a pas le même poids que la Grèce. C'est un bouillabaisse, mais incroyable. Je me pose même la question de pourquoi cette zone n'a pas explosé. On voit que l'Angleterre a quitté cette zone. Ce n'est pas aussi rose à son niveau. Et les gars, ça ne sent pas bon. Ça, on n'a pas besoin de sortir d'Harvard pour le comprendre que ça ne sent pas bon. Et ça ne sent pas bon depuis un certain moment. D'accord? Donc, le but, c'est de se dire maintenant, nous, c'est tant mieux pour nous, parce que nous, on est dans un secteur d'activité qui va attirer de la masse, qui va attirer des crypto-monnaies, qui va attirer, au contraire, plutôt des investisseurs. Parce que ces investisseurs sont surtout dans une situation, tout à l'heure, quand je vous ai dit, réfléchissez où vont aller les capitaux. Ils voient que les taux, ça ne va pas. Les obligations, ce n'est même pas la peine. L'or, c'est compliqué. Le dollar, il est en train de perdre son hégémonie. Il y a des Russes n'en veulent plus, les Chinois n'en veulent plus, les Turcs n'en veulent plus. Ben, qu'est-ce qu'il reste, les gars? Ils regardent que, tiens, il y a un truc, il y a un ovni, là, les bitcoins, là, c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc depuis là, qui est plutôt depuis 10-15 ans? On essaye de combattre cette chose, mais cette chose prend de la valeur et cette chose est en train de s'imposer pendant les moments difficiles. Est-ce que vous avez besoin, quand vous dites que c'est l'avenir? Mais non, vous n'avez pas besoin quand vous le dites. Il faut investir maintenant et fort. Maintenant et fort. Parce que c'est un tournant qui va faire en sorte que le prochain bull run, comme je ne cesse de le dire, vous savez qui nous suivent un petit peu depuis le début, en 2020, on avait annoncé pas mal de crypto-monnaies qui ont explosé, on n'a pas profité. Mais aujourd'hui, quand je vous l'ai dit depuis maintenant pratiquement un an, que ce bull run qui arrive va être sauvage, je n'ai rien pour le dire, mais j'analyse et je me dis que tiens, ça va faire très, 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 très mal. D'accord? Donc, je ne sais pas vraiment bien de rentrer vraiment dans les détails parce qu'il y aurait trop à dire et on va s'éterniser. C'est vraiment pas ça le but, mais je sais pas que vous avez un petit peu compris comment ça se passe et intéressez-vous à ce genre de données. C'est important. Vous voyez comment chaque marché est interconnecté parce qu'aujourd'hui, ils sont interconnectés. Après, maintenant, arriver à lire les déplacements des flux, ça, c'est autre chose. Mais déjà, comprenez le système, comprenez la logique de ces mécanismes. OK, d'accord? Donc, ça, c'est un petit peu une parenthèse rapidement. Est-ce qu'il y a des questions éventuellement ou bien il y a des, comment dire, il y a des commentaires, d'autres commentaires pour ceux qui veulent des choses. Il y a des gens, je sais qu'il y a des gens qui sont aux États-Unis. Je ne sais pas si l'inflation aujourd'hui est en train vous êtes en train de subir ce que nous, par exemple, en subissant en France ou peu importe. Donc, je ne sais pas s'il y a des commentaires éventuellement par rapport à tout ce que je viens de dire ou des questions. Salut, William. Questions, commentaires?
Ouais, en fait, je pense que sur la situation des banques, comme tu l'as dit ici aux États-Unis, ça a été un peu géré comme à l'habitude où, bon, l'État prend la chose en main et puis essaie véritablement de. Bon, on ne sait pas cela va durer. Est-ce que vont continuer à résister à, je dis, à de, de rentrer droit, je vais dire droit dans la crypto, mais bon, comme tu parles, nous vivons, je veux dire, l'inflation au niveau du pas encore véritablement, parce que comme la situation du monde, mais ce que tu as trouvé par rapport en comparaison avec l'or et je veux dire la crypto, vraiment, je veux dire, c'est visible. Et c'était justement, en fait, je veux dire, une question que je me posais de savoir pourquoi les gens préféreraient aller sur la crypto. Parce que, comme tu l'as souligné, ce n'est pas évident, justement aujourd'hui, euh, de dire sur l'or, comme il paraît plus, comme je veux dire, la crypto paraît plus accessible. Voilà, plus accessible par rapport, je ne sais pas si je me trompe, mais je pense que c'est peut-être par là que un moyen plus facile à intégrer que l'or, par exemple. Oui, mais la réponse est très simple. La réponse est très simple. Aujourd'hui, on commence à voir qu'à l'époque, il y avait le dollar et l'or qui étaient vraiment des valeurs refuges. Et on sait que le dollar était mieux privilégié sur l'or. Pourquoi? Parce que l'or est un actif que les gens aiment garder sur du long terme. C'est-à-dire, ils vont en vendre que s'ils ont vraiment des soucis. C'est vraiment sur du long terme qu'ils aiment garder de l'or. Et aujourd'hui, on voit bien que le Bitcoin, non seulement il est tellement volatile, et aujourd'hui, les gens peuvent se déplacer avec des milliards de dollars qui va tenir uniquement dans votre main. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vous ne pouvez pas vous déplacer avec des milliards de dollars en lingots d'or. C'est impossible. Mais par contre, vous pouvez vous déplacer avec des milliards de dollars uniquement dans votre clé Ledger, par exemple, ni vu ni connu. Ouais. Oui, Donc, c'est pour ça que… effectivement. Oui, effectivement, c'est ce que je veux dire, la contradiction qui existe. Parce qu'au départ, tout le monde semble dire, mais cette technologie, elle est tellement compliquée, on n'est pas sûr, c'est du numérique, c'est risquant. Bon, aujourd'hui, ça se confirme, ça se voit que ça devient la technologie la plus accessible, justement par rapport à, je veux dire, aux autres bits. aux autres classes d'actifs, effectivement, aux autres Ouais, classes d'actifs. Et le Bitcoin a fait en 10 ans ce que l'or n'a pas fait. ça. Le Bitcoin a fait en 10 ans ce que n'importe quel classique n'a pas fait. Je ne sais pas, on a envoyé quelque chose que un de nos membres m'a envoyé, qui est plutôt très intéressant, du CEO de Crédit Suisse, qui disait déjà en 2000, je ne sais même plus en quelle année, c'est 2013, je crois, quand il parlait d'ailleurs, il faut que comme ça je le partage pour que tout le monde le voie, ça serait mieux. Et vous allez voir que les gens ont sous-estimé comment dirais-je, les gens sous-estimé le Bitcoin et aujourd'hui, ok, je crois que c'est bon, je peux toujours partager. All right, all right. Vous voyez, ça en dit long. Ce sont des petites situations comme ça qui font en sorte que je crois que je l'ai balancé déjà ce truc. Est-ce que c'est pas dans… Oh là 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 là, pas d'instant. C'est dans Telegram ou c'est ici? Non, je crois que j'en avais aussi balancé si je ne me trompe pas. Excusez-moi, je crois qu'à un moment donné, on s'y perd souvent dans nos tac, tac. Et ça en dit long. Pourquoi ça me ramène encore? Ouh là 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 là. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il me ramène en longueur de temps? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas vrai. Je suis en quelle année? C'est pas possible. Non. Euh, je sais plus si. Oh, ok, on va y arriver. On est déjà en 2023. Je crois que c'est là. On voit pas mal d'éléments. C'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant. Voilà, exactement. Oui.
Celui-ci, c'était le CEO en 2017, il était le CEO de Crédit Suisse, d'accord, qui vient de faire faillite. Et à l'époque, on avait le Bitcoin qui était pratiquement à 7 000 $, et voilà ce qu'il disait du Bitcoin, OK? Et quelques années après, en 2023, voilà. Pendant que le Crédit Suisse perd 99%, le Bitcoin gagne 290%. D'accord? Le Bitcoin a fait ses preuves. Les gens ont combattu le Bitcoin et ce n'est pas n'importe qui a combattu le Bitcoin. Tout le monde, les gens, les grands, soi-disant ceux qui se disaient intellectuels, ceux qui se disaient plutôt économistes, même les présidents de la Fed, tout le monde a combattu aujourd'hui le Bitcoin. C'est quelque chose qui est insaisissable, vraiment insaisissable. Donc, il a fait ses preuves et ils sont partis. Le Bitcoin est parti vraiment pour s'installer. Et quand on parle du Bitcoin, on parle de toutes les autres crypto-monnaies qui ont pu supporter cette grosse crise parce que la crise que les Bitcoins ont vécu, que les crypto-monnaies ont exactement vécu, c'est pratiquement 2008-2009 fois 2. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Si vous prenez la faillite de FTX, vous prenez la faillite de Terra Luna, vous prenez tout l'écosystème, c'est plus de 200-300 milliards qui sont évaporés et le système tient. C'est-à-dire personne n'est venu réinjecter de l'argent dans ce système. 2008-2009, on a vu ce qui s'est passé. Les États ont dû réinjecter. Là encore, on voit une crise bancaire. Les États réinjectent. Ça veut dire que si les États ne sont pas là, le système tombe. Mais Bitcoin, non. Bitcoin s'est effondré. Personne n'a réinjecté de l'argent et le système a redécollé comme si de rien n'était, les gars. Vous n'avez pas besoin de comprendre qu'il faut sortir d'Harvard pour dire que voilà. Et quand les gens regardent, mais les gens font de plus en plus confiance à cette nouvelle classe d'actifs et les capitaux vont venir, ce qui fera que le prochain bull run qui va arriver, je ne cesse encore de le dire, sera encore sauvage à un point, mais pas possible. Pas possible. Donc, ceux qui sont positionnés comme maintenant nous depuis un certain temps sur certaines crypto-monnaies, tant mieux, on continue à holder, on s'accroche, parce que je vous assure que dans 2, 3, 4 ans, lorsqu'on va clôturer cette aventure, parce que cette aventure finira un jour, on se dira merci. On se dira merci parce qu'au moins chacun aura pu générer des profits à la hauteur de ses investissements. Je sais qu'il y a des gens qui sont allés doucement. Ça, c'est un choix de chacun. Fermez vos micros, s'il vous plaît, les gars. Fermez vos micros. Ça, c'est le choix de chacun. Mais moi, je suis allé plutôt fort avec 2 ou 3 ou 4 personnes. Mais je sais que dans 2 ou dans 3 ans, non, ça serait une autre manière de voir les choses. J'ai raté 2020. Mais 2024, 2025, les gars, je ne cesse de vous dire, je ne vais pas le rater. C'est impossible. J'ai appris de mes erreurs. Et j'espère que c'est le cas pour tout le monde, pour ceux qui sont surtout avec nous depuis maintenant 2020. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous avez fait d'autres choix. Et tant mieux pour vous. Et je vous souhaite plein de succès dans les chemins que vous avez eu à prendre. OK? Donc, voilà. OK, c'est bon, super. Je crois que tu as dû fermer. Parfait. Maintenant, on va passer à la seconde étape qui consiste éventuellement de se dire, est-ce que c'est possible d'investir et de faire du trading avec moins de risques? Oui, avec moins de risques, c'est largement possible et c'est ce qu'on va essayer de démontrer tout de suite. D'accord? En essayant déjà d'utiliser nos algorithmes et surtout d'utiliser un actif qu'on appelle des ETF. OK? Pour résumer très rapidement. Tout à l'heure, je vous ai présenté ce que c'est qu'un CDS. Vous avez bien vu qu'un CDS, c'est un produit qui permet à certains intervenants de se couvrir sur des positions qu'ils ont prises en craignant éventuellement qu'une baisse arrive au sein de l'actif qu'ils ont acheté. Donc, les ETF, c'est exactement la même chose. À la base, ce sont des produits qui ont été construits pour se couvrir éventuellement d'une baisse d'une crypto-monnaie. Je m'explique. Vous savez que quand vous achetez du Bitcoin, vous devez garder ce Bitcoin pour emmagasiner les profits un peu plus tard. Okay? Vous allez voir que si vous achetez par exemple du Bitcoin à 18 000 et que le Bitcoin monte jusqu'à 25 000, vous voyez que votre portefeuille, vous gagnez. Là, en ce moment, vous allez vous poser la question. Est-ce que je vais vendre une partie de mes Bitcoins à 25 5 000 et racheter encore un peu plus bas? Donc là, ça veut dire que vous allez faire du trading. Il faudrait que vous soyez un bon trader pour savoir si cette zone de 25 000 est une bonne zone de vente pour que lorsque vous allez récupérer ces bitcoins vendus, que vous puissiez les racheter un peu plus bas. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que vous allez partir du bitcoin, vous allez transformer une partie de vos bitcoins en USDT. Donc, ça veut dire que vous avez des stablecoins, vu que les stablecoins ne varient pas du tout. Si le bitcoin chute de 20 000, disons, à 21 000, vous êtes un très bon analyste, vous savez que le Bitcoin chute à 21 000, là, vous prenez ces stablecoins, vous achetez à 21 000, ce qui fait que vous avez encore plus de quantité de Bitcoin à 21 000. Et si le Bitcoin passe de 21 000 à 30 000,
vous avez fait un très bon coup. Parce qu'au final, vous allez avoir plus de quantité sans avoir rajouté de l'argent de votre poche. Mais qu'est-ce qui se passe si à 25 000, vous vendez ces bitcoins à 25 000 et que le bitcoin se retrouve à 35 000? Supposons que vous vendez la moitié de ces bénéfices en espérant racheter plus bas le bitcoin à 21 000. Mais malheureusement, ce n'est pas vous qui décidez, c'est toujours le marché qui décide. Là, le marché décide de passer de 25 000 à 30 000. Vous allez dire, zut, je me retrouve à des stablecoins comme un camp, sauf que j'aurais pu vendre un peu plus haut à 30 000. Ce sont des choses que nous ne pouvons pas maîtriser. OK? Dans le marché classique, il y avait plusieurs opportunités. Il y a ce qu'on appelle des options, il y a ce qu'on appelle des futurs, il y a ce qu'on appelle éventuellement des ETF. Maintenant, depuis un certain temps, c'est Binance qui avait commencé à engager ce système. Ils se sont rendus compte que beaucoup de gens ne maîtrisent pas Futur. Parce que Futur, vous savez, Futur, vous savez tout ce que vous pouvez vendre un actif sans le posséder, hein, sans posséder cet actif. Mais il y a des choses qu'il faut comprendre, il y a des règles qu'il faut avoir à comprendre, marge, liquidation, vous en avez fait l'expérience vous tous. Et les plateformes, ils ont vu que c'est un manque à gagner, ils ont dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Comme on va essayer de prendre exemple sur la finance classique et on va créer des produits qui seront adossés à des crypto-monnaies que moi j'appelle, que je nomme mères à ce moment. Et on va faire en sorte de supprimer certains obstacles en commençant par ce qu'on appelle la liquidation. Ça, c'est très important que vous devez avoir à comprendre. Notion de liquidation. Liquidation, quand vous êtes en futur, si vous prenez une position et que vous n'avez pas de stop loss qui va éventuellement vous dire, qui va vous donner un seuil où vous décidez de sortir, vous êtes capable de perdre la totalité de votre capital. Et ça, c'est une grosse pression que beaucoup de gens ne peuvent pas surmonter. Donc, les ETF éliminent cette partie de pression de liquidation. Ça veut dire que vous pouvez rester en position pendant X temps, tant que cet actif est au sein de cette plateforme, vous n'allez jamais être liquidé. Ça, c'est un premier point de vue. Deuxième point de vue, ils ont encore enlevé la partie de ce qu'on appelle des collatéraux. D'accord? Dans le futur, vous êtes obligé d'immobiliser une certaine somme pour pouvoir prendre position sur ces produits, chose qui n'existe pas encore dans les ETF. Donc, voilà les deux obstacles qui faisaient en sorte qu'une grosse partie d'intervenants n'allaient plus sur Futur. D'accord? Ils se sont dit, ben, tiens, c'est un manque à gagner. Nous, il nous faut du volume. On va créer ces produits et mettre les gens à l'aise. Je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails pour vous expliquer comment ces produits sont faits. Bon, on verra ça peut-être mercredi prochain pour ceux qui s'intéressent. Mais c'est juste que vous devez comprendre que ce sont des produits qui vont vous permettre de générer de l'argent en prenant moins de risques. Je ne dis pas c'est risque zéro, non, le risque y est. Ça veut dire qu'un cas matin, vous prenez une position sur un ETF, ben, la plateforme, si elle décide de clôturer cet ETF et que vous êtes à perte, ben, elle va clôturer cette position à perte et vous encaissez cette perte. Mais si la plateforme est toujours là et que l'ETF est toujours là, même si vous perdez 50 ou 100 $ et que vous fassiez du DCA, d'accord, et surtout que vous vous couvrez encore dans l'autre sens sur son produit opposé. Je vais essayer de l'expliquer, mais bon, ça va être un petit peu long, mais comprenez déjà que c'est aussi possible éventuellement de le faire. Vous n'allez pas pouvoir vous allez facilement vous en sortir. Il y a des gens aujourd'hui qui ont fait partie de mon x2 rien qu'en prenant position sur ces ETF et en partant de 100 $, ils ont transformé les 100 $ en 300 $. Mais pourtant, ces mêmes personnes, à l'époque, ils ont perdu 700 $ sur Futur. C'est-à-dire, après avoir fait x3 sur Futur, il leur a suffi un trade d'être liquidé. D'accord? Donc, ça, c'est quelque chose que chacun de vous a eu le temps de voir. Et voilà maintenant pourquoi j'aimerais qu'on puisse se concentrer sur les mois qui viennent sur ces produits ETF. D'accord? On a tous commencé sur Binance. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ne peuvent pas avoir accès sur Binance. Par exemple, c'est notre cas, ceux qui sont en France. Ensuite, on est passé sur Finandi. C'était très bien et Finandi a bloqué pour les nouveaux intervenants. Et aujourd'hui, on a trouvé une plateforme qui est mieux que Binance, qui est mieux que Finandi en termes de produits ETF qu'ils proposent parce qu'ils proposent énormément d'ETF. C'est-à-dire chaque crypto-monnaie a son ETF et c'est ça qui est intéressant. Et pour ceux qui savent se gérer, et surtout si vous utilisez encore nos algos, je vous assure que faire 30 à 40% par mois sans être actif à 100%, c'est vraiment, vraiment, vraiment facile. Et là, nous sommes en train de travailler sur une phase d'automatisation. Peut-être si j'ai le temps, je vais l'expliquer par rapport déjà à un algorithme qu'on avait
quand on avait testé les académiciens vont se rappeler, j'ai relancé cet algorithme. On l'avait testé sur Firenze sur la partie future. D'accord? Là, je teste sur la partie dérivée, mais je ne sais pas si je peux le mettre sur la plateforme MEX. Je suis en train de voir. Mais déjà, manuellement, pour ceux qui se disent, je vais générer 30, 40, 50% minimum sans trop être derrière mes écrans, c'est largement possible. OK? Mais ça prend du temps à comprendre. OK? Prenez le temps de savoir quand rentrer grâce à nos algos, savoir quand vous couvrir grâce à nos algos, et puis vous vous couvrez et surtout savoir quand faire du DCA si vous avez une certaine somme de capital à y injecter. Avant que j'aborde l'autre partie, je devrais m'arrêter là pour que je vous laisse le temps de poser des questions. Je n'ai pas envie de trop monologuer, trop donner d'informations. Je veux vraiment qu'on essaie de prendre étape par étape parce que c'est très important. Ça va de votre argent. OK? Avant que je passe sur l'autre, est-ce que là, cette partie, c'est clair pour tout le monde? Est-ce que tout le monde a déjà MEX? Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris ce que je viens d'expliquer? Bien, super. OK. Si tout le monde a compris un petit peu ce que je viens d'expliquer, maintenant, je vais essayer de le schématiser sans parler de nos algos. OK? Là, vous voyez que ça, ce sont nos algos qui sont là. Ce que je vais faire, je vais essayer de cacher ces algos. D'accord? Je vais les cacher juste. Donc, je vais mettre des œillères dessus. OK? Je vais mettre des œillères dessus. Et je vais vous présenter comment les graphiques se présentent. Voilà comment un graphique se présente. Donc, lorsque vous voyez ce graphique, c'est très difficile, à moins que vous soyez un bon analyste, de savoir éventuellement ce que le graphique va faire. C'est un langage. D'accord? Et nos algos vous permettent éventuellement de scanner très rapidement et vous donner des points d'entrée et des points de sortie. OK? Ça, c'est un premier point de vue. Je vais revenir très rapidement sur la partie pour que je vous présente éventuellement ces fameux produits dont je suis en train de parler. Vous voyez que ça, c'est ma watchlist. Là, nous sommes dans TradingView. J'espère que tout le monde sait comment utiliser TradingView. S'il y a des gens qui ne savent pas, poser des questions, je peux éventuellement y répondre. Okay? Et au sein de ce TradingView, j'ai ma watchlist. Vous voyez, j'ai les produits, les actions, j'ai les AD contre des BNB. Ça, c'est pour accumuler des BNB. Ça, c'est pour accumuler, ces deux-ci, c'est pour accumuler des BTC. Là, c'est pour accumuler des ETH. Là, c'est pour accumuler les ETH sur BitGet. D'accord? Là, c'est le produit Binance, BitGet. OK, vous voyez, Coinbase. J'ai ma watchlist parce que chaque actif est différent sur chaque plateforme. Ils n'ont pas le même prix. J'ai besoin de ces informations pour pouvoir bien, comment dirais-je, fabriquer ces algos pour qu'au moins ces algos puissent donner des bons résultats. Donc, j'ai besoin de toutes ces données. OK? Et en plus, moi, je suis sur le compte premium. Donc, le compte premium, c'est le compte de TradingView le plus élevé qui me donne beaucoup de possibilités. Maintenant, ce qui nous intéresse ici, ce sont ces produits ici. D'accord? Ce sont les down et up de MEX. Ça, c'est uniquement down et up de MEX. Quand je vais cliquer dessus, voilà la liste que j'ai sélectionnée. OK? Voilà la liste que j'ai sélectionnée. Actuellement, par exemple, là, je suis en train de gagner de l'argent sur le DOT Short. OK? Sur le DOT Short, je gagne de l'argent. Je suis aussi en train de prendre de l'argent sur le Lina Short. D'accord? Le Lina Short, je garde de l'argent. Vous allez voir juste ici à gauche, ça veut dire Lina Short. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous achetez le Lina Short, ça veut dire que le Lina qui est la crypto mère va baisser. Là, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Nous, on a du Lina, mais on n'a pas envie de vendre du Lina à ce prix. Mais on sait que le Lina va baisser. Du coup, on achète le Lina Short qui va nous générer, là actuellement le Lina Short nous génère, tout à l'heure il nous générait 20%, on est passé à 10%. Donc, supposez que vous mettez $500 et vous générez 20% de $500 la journée. Grâce à ces dollars, vu que le Lina est bas, vous allez sur le marché spot maintenant, racheter ce Lina sans, du coup ça vous fait plus de quantité de Lina sans avoir déboursé un sou de votre poche. Le but, c'est de faire en sorte qu'on dépense de moins en moins de capital venant de notre poche. On doit créer cet argent. Ça crée, c'est-à-dire on les crée avec ce genre de système et après, on le réinjecte dans l'autre sens. OK? Et ça, vous pouvez le faire avec n'importe quoi. Ça peut être du APT, ça peut être du DOT, du BTC, du DYDX, du Link. Vous voyez que vous avez énormément de la possibilité. Du CKB, du XRP, par exemple. Là, je sais qu'on était sur du XRP long. Vous voyez que là, le XRP short, où on était perdant, il est en train de
de revenir au départ, pour ceux qui avaient posé la question tout à l'heure dans le Discord. Donc, vous voyez que vous pouvez faire plusieurs possibilités et les stratégies sont énormes. Donc, pour l'instant, on va se concentrer vraiment sur la partie, la partie la plus claire pour que vous compreniez. Et les stratégies, une fois que vous aurez compris, on va maintenant élaborer chaque stratégie. Pour ceux qui veulent, par exemple, accumuler du Bitcoin, du BNB ou de l'ETH, il y a des stratégies uniquement pour ça. Mais déjà, il faut déjà que vous arriviez à comprendre quand acheter du short ou quand acheter du L. OK? Le L, il n'y a pas de souci. Si on achète du L, ça veut dire, par exemple, si on veut acheter du Bitcoin L, ça veut dire que le Bitcoin, lui, il va augmenter. En ce moment, on achète du L. Mais si on veut acheter du short, ça veut dire que le Bitcoin va chuter. En ce moment, on se couvre en achetant du short. C'est comme si on vend à découvert. Est-ce que cette partie, c'est clair pour tout le monde à ce moment, à ce niveau? C'est clair pour tout le monde? Cette notion de L short? Oui, William. Allô, William? On ne t'entend pas du tout. Hein. Tu m'entends là? Ouais, super, je t'entends. Oui, vas-y. Ouais. Dites-moi, j'ai une question. Sur quelle plateforme, en fait, ça propose d'acheter justement des tokens de up et down? J'ai balancé le nom, j'ai balancé dans la partie chat. Si tu vas dans Discord, je l'ai balancé dans la partie chat. Je crois que tu es dans Discord. J'ai eu à le balancer dans le chat. J'ai eu à balancer le. Voilà, c'est cette plateforme-ci. Regarde pas dans le chat, c'est Mex. Tu prends ce lien et tu t'inscris automatiquement. Ah, c'est Mex, ok. Ouais, c'est Mex. Ok, ça marche. Ok, merci beaucoup. Je t'en prie, William. D'autres questions? Bien, ok. S'il n'y a pas d'autres questions, vous allez remarquer qu'il y a des produits ETF qui sont x5 et d'autres produits qui sont x3. D'accord? Donc, j'espère que vous comprenez bien l'avantage de 5. C'est-à-dire que si, par exemple, dans ce cas-là, le XRP fait, comme il y a quelques jours, le XRP a fait 30%, son ETF a fait 5 fois 30%. C'est-à-dire, en une journée, son ETF a fait 150%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, sont l'effet liquidation que beaucoup d'entre vous connaissent. OK? Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que vous avez vraiment à comprendre. Une fois que vous avez à comprendre cela, maintenant, à ce moment, vous allez maintenant savoir comment éventuellement utiliser ces produits dépendamment de ce que vous allez choisir. Et sur MEX, vous trouvez tout. Vous allez sur la partie accueil. Lorsque vous allez sur accueil, juste à droite de spot, vous allez trouver ETF. Et ETF, vous avez ETF x2, ETF x3, ETF x5. Mais pour les utiliser, il faut surtout les 5, ayez le bon timing, le bon tempo d'entrée, hein, le bon moment pour entrer. OK? Donc, maintenant, une fois que, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Il y a d'autres questions? OK, parfait. Non, juste. Oui, Martial. Non, je voulais dire que j'espère simplement que tu vas expliquer ce que tu entends par bon timing. C'est là maintenant que je vais arriver là, effectivement. C'est là maintenant que je rentre dans le vif du sujet, surtout quand on parle de bon timing. Bien, le bon timing, c'est quoi? Le bon timing, tout simplement, ça serait de faire de l'analyse technique. Mais chose qui n'est pas donnée à tout le monde, une fois de plus, de faire de l'analyse technique. D'accord? Ça demande du temps, ça demande plein de choses. Donc, au sein de la GM, on n'a pas cessé d'élaborer éventuellement des algorithmes. Ce ne sont pas des indicateurs, c'est différent d'un indicateur. Parce qu'un indicateur va vous permettre éventuellement de pouvoir, comment dirais-je, conforter un petit peu votre idée, votre analyse. Ce que nous, on a créé des algos, ce sont des algos qui font c'est-à-dire ces algos, ils font l'analyse à votre place. Moi, c'est ce que j'explique. Ils font l'analyse à votre place et ils vous disent à quel moment acheter et à quel moment potentiellement sortir. OK? Là, je vais tous maintenant les réactiver. D'accord? Je vais tous les réactiver. Une fois de plus, ce sont les algos dans le code source. On les a écrits d'une manière pour faire en sorte qu'ils puissent coïncider exactement à ce que nous voulons éventuellement faire. OK? Je vais revenir, par exemple, sur, je vais prendre quel exemple? Écoutez, on va prendre le Bitcoin. On va rester sur le Bitcoin. On va rester vraiment sur le Bitcoin, comme c'est l'actif mère, et on prend le Bitcoin au niveau du Bitcoin, parce que de Binance, parce que c'est lui qui a plus de, comment je peux dire, qui a plus de données en volume. OK? Donc, j'attends que, il me manque juste que le GMHP là se réactive. Je vais présenter quelque chose très rapidement. OK. Qu'est-ce que j'ai? Pourquoi c'est lent comme ça? Pourquoi c'est lent? Tac, tac, tac. OK, on attend quelques petites minutes et il va
OK, super. Bien, on arrive là, pile poil. OK. On va revenir, regardez, ici, nous sommes à 28 000. D'accord? Regardez ce que je vais présenter. Nous sommes à 28 000. Voilà la résistance de 28 000. Je vais revenir avant que ce 28 000 ne soit, avant que ce 28 000 soit, avant qu'on ait atteint 28 000. OK? Donc, je vais faire comme si nous étions ici. Bien. Lorsque vous avez ces algos, je ne sais pas dire comment je les ai conçus. Alors, pour ceux qui ont suivi un petit peu, ils comprennent comment j'ai essayé de les adapter éventuellement et de rajouter quelques codes sources ici. On peut par exemple voir ici, dans ce point de vue, ici, regardez ce qui se passe. Nous avons dans cette zone un point T ici. Ouais, je ne sais pas si tout le monde arrive à le voir. Un T2 ici, à 27 200 ici. Je ne sais pas si tout le monde arrive à le voir ici. Le T2 coïncide éventuellement à ce schéma qui nous avons mené jusqu'à ce point-là. OK? Donc, le T2 ici. Donc, ça voudrait dire qu'à un moment donné, étant donné que les prix sont là, à un moment donné, les prix vont arriver dans cette zone. OK? Les prix vont arriver ici. Là, c'est le point T2. Donc, ça veut dire que les prix se dirigent dans cette zone. Les probabilités que les prix se dirigent dans cette zone sont plus élevées parce qu'on a un T1 ici et un T2 ici. Donc, voilà la première information que nous avons tout de suite en ligne de mire si nous restons dans cet horizon de temps exactement. Le Bitcoin à 23h01. D'accord? Et parallèlement, pour ceux qui connaissent un petit peu les zones de ce qu'on appelle les BO ou les OB, ici, on voit bien que dans cette zone de BO, il y a une zone encore de demande qui va permettre au prix d'expulser. Donc, on voit que cette zone, c'est une zone qui a été, comment dire, qui permettra éventuellement au prix d'accélérer très rapidement. Donc, vous n'avez pas besoin de retrouver ces zones. Ils sont systématiquement sur votre graphique et ils peuvent même vous donner des alertes. OK? Donc, je vais essayer d'aller très rapidement en live pour voir très peu ce qui va se passer par la suite. Vous voyez que là, regardez ce qui va se faire. Bon, regarde, attends, on va revenir juste. Je vais attendre qu'il s'arrive pile poil. Bien, attends, non. OK. Est-ce que j'espère qu'il va avoir le temps de m'afficher ça au fur et à mesure. Bon, je vais laisser couler. Donc, par exemple, si on prend ces données, je crois que, OK, c'est là. Bon, OK, voilà, c'est là que ça s'affiche. Vous voyez que, par exemple, ici, cette flèche-ci, vous l'aurez eu. Hein? Vous l'aurez, pour l'avoir, c'est simple. Vous venez sur l'algo, vous venez cliquer ici. Dès que vous cliquez, vous mettez, ah non, c'est normal, je suis en mode replay, je ne peux pas. Lorsque vous cliquez ici, vous allez avoir où vous pouvez mettre les alertes. Ça veut dire qu'il va vous alerter lorsque cette flèche rouge apparaît ou éventuellement une zone, un point D qui apparaît pour vendre. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails pour expliquer, mais il vous dit en règle générale comment vous allez pouvoir éventuellement vous positionner pour attaquer quelle zone. OK? Et on sait que cette zone-ci, qui se trouve à 20 000, doit être revisitée. D'accord? Mais ce qui est intéressant, c'est cette zone de 28 000. Pour ceux qui se rappellent, lorsque j'avais dit qu'on va accélérer vers 28 000, je crois qu'il y a même une personne qui m'a posé, mais pourquoi on va aller vers 28 000 au lieu de baisser? À un moment donné, c'est parce que j'ai eu des alertes me disant qu'il y avait cette possibilité. Je ne me rappelle pas, je n'étais même pas devant mes écrans. Et j'ai eu cette alerte, il va peut-être s'afficher, on attend. OK, là, je vois bien qu'il touche le point T2 qu'on avait déjà identifié depuis ici. Et je crois que, voilà, regardez ce qui se passe ici, c'est plutôt qui est intéressant. À partir de là, il y a maintenant une possibilité que les prix aillent vers le bas. Je crois que c'était là. Est-ce que c'était sur le Bitcoin que j'avais vu ça? Je ne sais même plus. Un instant, on va essayer d'attendre. Je crois que. Un instant. Est-ce que c'est sur le H4 que je l'avais vu ou bien sur notre horizon de temps? Je ne me rappelle plus, mais je vais laisser pour. Non, c'était pas. Ah, OK, c'était là. Ouais, c'était là. Exactement, c'était là. Parfait. C'était là. Donc, vous avez vu ce qui s'est passé ici? Un instant, je vais revenir très rapidement avant que ça explose. Est-ce que je peux mettre pause et que je revienne sur. Non, si je fais sur du 1 heure, qu'est-ce que ça me donne? Si je fais sur du 1 heure. OK, j'attends. Je suis obligé de repartir derrière. Je me rappelle, honnêtement, je ne sais plus sur quel, parce que moi, comme vous voyez ici des signaux, j'ai des signaux sur du 1 heure, sur du 2 heures, sur du 3 heures. Sur du 1 heure, 2 heures, par exemple, il peut indiquer, il peut indiquer ce point avant que ce point ne soit atteint sur le H4. D'où l'importance de mettre les alertes. Pour ceux qui n'ont pas de temps, pour ceux qui ne font pas de l'intraday, vous mettez des alertes sur 2, 3, 4, et puis c'est tout. D'accord? Et ceux qui font de l'intraday, mettez des alertes sur le 15, 30, 45 et 1 minute. Et ceux qui font du scalping, ben, vous savez qu'il faut mettre des alertes à partir de
1 minute jusqu'à 15 minutes. Et ça, c'est l'avantage, c'est que si vous êtes dehors, bah, vous mettez ces alertes, ils vont vous dire, OK, là, vous rentrez en achat, vous rentrez en position. Éventuellement, vous dit la zone où ils vont éventuellement essayer d'attaquer. Et là, malheureusement, non, comme je suis en mode replay, je n'aurai pas les données qui m'intéressent pile poil. Je n'aurai pas ces données, ça venir. Je suis en replay, je n'aurai pas ces données, c'est dommage. C'est dommage. OK, c'est pas grave. Je n'aurai pas ces replays, je n'aurai pas ces données. Oh, c'est dommage, j'aurais bien voulu. OK, la prochaine fois, je crois que je vais faire des screenshots, ça serait peut-être mieux. Parce que je n'ai pas les mêmes données en live qu'en replay. Bien, OK. Maintenant, pour revenir par exemple sur les downloads qu'on a expliqué, on voit que lorsqu'on était ici, OK, lorsqu'on était ici, on avait ce point qui a annoncé cette baisse, hein, une baisse dans ce sens. Est-ce que je peux. C'est un petit peu lent aujourd'hui. On va attendre. Je vais revenir rapidement. Et je vais attendre que ça se calme pour voir si je peux avoir un élément ici. Je crois que j'avais reçu des alertes, mais je ne sais pas si c'est sur 1 heure ou 45 minutes. Déjà, je voulais juste une question. Est-ce que ce n'est pas possible de mettre l'alerte avant de mettre en mode replay? Non. Là, on peut pas mettre l'alerte en mode replay. Si on met l'alerte en mode replay, ça ne marchera pas, puisque l'actif n'est pas encore là. Nous, on va avoir l'alerte avant que l'actif, avant que l'actif ne. Comment je peux expliquer? Avant que l'actif n'ait engagé le mouvement. Tu vois? C'est-à-dire, en temps normal, ici, logiquement, il y avait une alerte annonçant une baisse ici. Mais là, par exemple, comme je suis en replay, il ne s'affiche pas. Tu vois, ouais, non, en fait, ce que j'essaie de comprendre, c'est que si, par exemple, tu es dans un time frame et tu vas sur ton algo et tu mets l'alerte, et là, maintenant, tu vas activer le replay, est-ce qu'il ne peut pas fonctionner? Non, il ne fonctionne pas comme ça. Non, OK. Il ne fonctionne pas comme ça. Mais grosso modo, c'est pour vous dire que lorsque, OK, je vais supprimer pour mettre en mode live. Lorsque vous arrivez ici, par exemple, que vous venez sur le GMHP, OK, on va essayer de mettre comme si on mettait une alerte, que vous venez sur le GMHP ici, lorsque vous allez cliquer ici, vous voyez que là, un instant, on va se mettre sur du 1 heure. Là, vous cliquez sur les 3 petits boutons, vous avez ajouté une alerte. D'accord? Donc, ça veut dire que lorsque vous allez ajouter une alerte, il va vous déclencher sur la partie 1 heure, bien sûr, chaque mouvement de haut vers le bas. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'être là. Moi, je ne traite pratiquement plus. Je suis dehors, je dors même dans ma chambre, j'ai des alertes, je me positionne. Parce que je sais que les statistiques de cet algo, ils sont énormes. En termes de statistiques, les gens ont dû laisser, ils sont vraiment énormes. Donc, je fais confiance à l'algo. Donc, et quand l'algo se positionne, il vous donne, par exemple, si vous êtes en point D, là, c'est un petit peu complexe. On a eu le temps d'en parler mercredi passé. Regardez, suivez la vidéo de mercredi passé. Il vous donne des points D que vous devez ajuster. Mais le point C, c'est ce point C qui est correct parce que je vais voulu vraiment qu'il s'affiche là. Est-ce que je ne peux pas trouver un instant? Je vais essayer de voir si je peux trouver. Je vais essayer de voir si je peux trouver un point C. Est-ce que je peux trouver quelque chose? On va essayer de scanner rapidement. On va essayer de voir si on peut trouver quelque chose rapidement. On va attendre juste quelques secondes. OK, là, par exemple. OK, là, j'ai quelque chose ici. OK, on va faire ça. J'ai quelque chose là. Je reviens ici. Parfait. Et on attend. Voilà, là, j'ai quelque chose. Vous allez voir. J'ai quelque chose. Voilà, super. Parfait. Vous voyez, voilà. C'est ce que je suis en train de dire. Là, vous voyez que là, le prix, il vous dit que le prix va aller dans cette zone et dans cette zone. Vous ne faites pas d'analyse, vous le voyez, c'est visuel. Donc, quand vous arrivez là-bas, là, c'est parce que j'ai mis pile poil là, mais logiquement, il essaie de déclencher depuis cette zone. Donc, depuis cette zone ici, lorsqu'on est ici, vous avez déjà cette information. Donc, vous voyez ce que vous faites? Lorsque vous prenez juste votre ratio et que vous êtes là, stop loss, c'est-à-dire au départ de ce point-là, TP ici, vous voyez que vous êtes pratiquement sur un ratio de 2. Et s'il touche là, vous êtes sur un ratio pratiquement de 3. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Ça veut dire que là, on date déjà du 15 février. Vous savez déjà que le Lina va aller dans ce sens. Vous êtes analyste technique ou pas, vous le savez et vous avez cette alerte.
Et vous savez tout de suite où vous allez mettre votre point stop loss en dessous de là où ces flèches ont démarré. D'accord? Ça, c'est un exemple typique. Et là, moi, j'aime bien ce genre de signal parce qu'en termes de ratio, c'est magnifique. D'accord? Et si on va laisser couler très rapidement, vous allez voir qu'effectivement, ils vont arriver déjà, vous voyez, paf, ils touchent déjà ce point-là, donc vous encaissez votre ratio de 2, OK? Et par la suite, regardez ce qu'il va faire. Il va revenir se rééquilibrer. Vous voyez que là, vous voyez qu'à chaque fois qu'il évolue, il vous donne cette possibilité. Quand je dis une fois de plus, c'est une question de possibilité. Non, pas de possibilité, de probabilité. Lorsqu'on touche notre premier point ici, on a deux probabilités que les prix rechute et une probabilité que les prix aillent vers le haut. C'est là maintenant que la complexité rentre en jeu si vous n'êtes pas rentré ici. Parce que si vous êtes rentré ici, vous prenez vos bénéfices là, stop loss à 0, vous tentez un petit short ici pour viser là, stop loss très serré là. Okay? Si le prix chute, vous gagnez, tant mieux. Si le prix va juste là, vous gagnez ici et votre short que vous avez mis en place saute et vous êtes gagnant. Je ne sais pas si vous comprenez un petit peu. En même temps, en faisant ça, vous jouez ouverture, couverture. Il vous le montre. Vous voyez, ça, c'était vraiment très, très, très intéressant à observer. Mais là, c'est compliqué. Si vous n'avez pas pris ce point, ça devient très compliqué. C'est de se dire, vous ne pouvez pas rentrer en achat ici, c'est impossible. Parce que si vous rentrez en achat ici, ça voudrait dire quoi, les gars? Ça voudrait dire quoi si vous rentrez en achat ici? Où va se trouver votre stop loss? Si vous rentrez tout en achat pour viser ce point-là, où va se trouver votre stop loss? Logiquement. Allô? Vers la flèche rouge, à la fin de la flèche rouge. Exactement. Donc, au début de la flèche rouge, je veux dire, William. Enfin, oui, mais du coup, si on est en short, enfin, si tu veux mettre un non, long, non, mais là, tu te dis, OK, moi, je vais acheter parce que les prix peuvent aller ici. D'accord? Oui. Maintenant, sauf qu'en prenant cette décision, tu sais qu'en faisant ça, il faut que ton stop loss soit vraiment au départ de cette flèche. OK? OK. Bien. Attends, excuse-moi parce que c'est bruyant, je vais changer de pièce. OK, vas-y. Donc, vous voyez que là, c'est pour ça que je dis que le timing est toujours important. Donc, quand vous avez dans ce genre de situation, il va falloir que vous choisissez non seulement pas la probabilité la plus évidente, mais vous devez choisir le ratio qui va vous permettre éventuellement de gagner de l'argent. Et dans ce cas de figure, si vous êtes en long, vous prenez un grand risque parce que le ratio n'est pas bon. Ça voudrait dire que vous devez rentrer ici et placer votre stop loss là et vous touchez là. Vous voyez, le ratio, c'est 0,34. Ça, c'est un ratio pourri. Comme je dis toujours, c'est toujours de prendre un ratio de 2. Regardez juste ici, vous voyez, là où c'est écrit ratio risque-récompense, c'est toujours 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous perdez 10 $, en contrepartie, vous devez gagner 20 $. Et si vous le répétez, vous avez plus de chances d'être gagnant que de prendre des ratios où vous allez avoir des ratios de 0,34. Donc ça, ce n'est pas bon. Même des ratios de 1, ce n'est pas bon. Par contre, si vous décidez de vendre à ce moment, OK, vous prenez, on va voir juste là, vous prenez là, stop loss légèrement en haut ici, d'accord? TP ici. Vous voyez qu'à ce moment-là, c'est intéressant, vous avez un ratio de 5. Mais ce n'est pas probable à 100% que les prix vont baisser. Les prix peuvent encore vous faire sortir et vous emmener jusqu'ici. Mais néanmoins, vous risquez ce coup parce que le ratio est intéressant. Vous perdez 10 $. Si vous avez raison, vous gagnez 50 $. Est-ce que là, c'est clair pour tout le monde, cette partie de timing? C'est vraiment très important. D'où l'importance de toujours suivre le mouvement avant de pouvoir sortir en point D, lorsque la loi va vous dire de sortir. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, cette partie? Maintenant, on va voir ce que les marchés vont faire en ce moment. Est-ce que le prix va descendre jusque-là ou bien le prix va se retrouver là? On va checker ça ensemble et voir si ceux qui avaient pris, là, dans tous les cas, on ne prend même pas un achat, c'est même pas, les gars, le ratio n'est pas bon. Donc, ça veut dire que vous tentez un short. On va voir si ce short va être payant. Et non, vous voyez que ce short n'est même pas payant parce que le prix est allé jusqu'au deuxième point. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il vous a fait sortir. Mais ceux qui avaient acheté ici, vous voyez bien que vous êtes gagnant. Parce que le trade qui était là, vous avez pris des bénéfices là. Vous avez certes tenté un short, mais vous avez laissé une partie des gains ici pour viser l'autre objectif. Et là, vous êtes gagnant. Et là, en ce moment, l'algo vous donne encore des possibilités de short. Voilà. Première possibilité de short, deuxième possibilité de short,
Troisième possibilité de short. C'est ce que je disais, en point D qui est complexe. Et là, vous devez faire le money management oblige. Si vous êtes sur futur parce qu'il y a les liquidations, mais si vous êtes sur les ETF, vous n'en avez rien à foutre, faites votre DCA. D'accord? Si vous avez par exemple 100 dollars, vous mettez un exemple, vous mettez 15 dollars ici, vous mettez 15 dollars ici, vous mettez 15 dollars ici. Du coup, vous allez avoir 30 dollars, mais vous allez avoir 30 dollars avec un prix de revient qui sera peut-être ici. D'accord? J'espère que tout le monde comprend ce que c'est qu'un prix de revient, j'espère. Est-ce que tout le monde comprend ce que c'est qu'un prix de revient ou un prix moyen? Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça, cette notion de prix de revient, prix moyen? Bah, pas tout à fait pour moi. Pour moi, c'est pas très clair. OK, qu'est-ce que tu ne comprends pas, mon leader Naredi, dans la notion de prix moyen, prix de revient? Bon, c'est surtout, en fait, c'est surtout comment, en fait, quand il faut shorter, c'est surtout comment prendre les, les différentes positions. Par exemple, là, vous avez dit 15 dollars. Enfin, vous avez dit 15 dollars, par exemple, au premier point, 15 au deuxième, 15 au troisième. En Oui? fait, c'est surtout un peu la partie pratique que je ne maîtrise pas Non, très, non, très bien. non, non, non. Moi, la pratique, une fois de plus, tant que tu ne pratiques pas, personne ne peut pratiquer à ta place. C'est toi et ta plateforme. Ça, c'est un truc qu'il faut pratiquer. Déjà, avant de pratiquer, il faut déjà comprendre la notion. Maintenant, pratique, ça voudrait dire qu'il faut que tu ouvres ta plateforme. D'accord? Est-ce que tu as déjà ta plateforme MEX déjà? Oui, j'ai déjà Bien, la plateforme. bien. Maintenant, quand tu ouvres ta plateforme MEX et que tu as ce signal, on prend l'exemple comme si sur le Lina, c'est un ETF. Okay, on peut le voir qu'on suppose que c'est ici, c'est Lina, je ne sais pas moi, c'est Lina S. D'accord? C'est Lina S. Disons Lina L parce qu'on veut vendre. On veut juste vendre. Donc là, il faut comprendre qu'une fois de plus pratique, on ne peut pas, comment dire, nous, on est là juste pour qu'on vous donne, pour que vous notiez et que grâce à ces éléments, que vous alliez pratiquer à votre manière. Une fois que vous pratiquez et que vous avez des difficultés, là, vous pouvez revenir. La pratique, il faut juste expérimenter. Là, malheureusement, on ne peut rien faire dessus. Il faut vous jeter à un moment donné. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Moi, déjà, ces notions, est-ce que tu comprends déjà ce que veut dire prix de revient et prix moyen? Moi, là, c'est même pas une question de pratique, mais c'est une question de notion. Est-ce que tu comprends cette notion? Le prix de revient, c'est lorsque tu prends une position, le prix qui va te revenir par rapport à la position que tu as prise. Si, par exemple, tu as pris 15 dollars, c'est le prix qui te reviendra sur les 15 dollars. Bien. Supposons que tu ouvres trois positions. Je te donne un exemple. Supposons que tu ouvres une position, je ne sais pas moi, je donne un actif. Tu achètes à 20 dollars. OK? Mhm. L'actif chute à 15 dollars. Tu rachètes à 15 dollars. L'actif chute à 10 dollars. Tu peux me donner quel sera ton prix exactement de revient, s'il te plaît? Hmm. Donc, tu commences à acheter à 25 dollars. L'actif chute à 15 dollars, tu achètes à 15 dollars. L'actif chute à 5 dollars, tu achètes à 5 dollars. Donne-moi quel sera ton prix de revient exactement à ce moment. Euh, je sais pas, je crois que là, on va devoir additionner et après faire la soustraction en fait, faire la somme en fait, la somme de l'actif qui a chuté, en fait, par rapport aux différents points d'entrée et aux différentes Oui, mais, sommes qui ont été donne-moi, mises. oui, maintenant, donne-moi ton prix. Est-ce que ton prix d'achat, quand on parle de prix, ça veut dire le prix d'achat. Tu achètes à 25 dollars. Est-ce que ton prix d'achat sera à 25 dollars? Quand tu achètes à 15 dollars, est-ce que ton prix d'achat sera à 15 dollars? Quand tu rachètes à 5 dollars, est-ce que ton prix d'achat sera à 5 dollars? Surtout parce qu'au final, ça fait qu'un seul prix. Mais c'est lequel? C'est 25, c'est 15, c'est 5. Ou bien c'est 5. C'est lequel? Quel sera ce Non, prix? bon, on va additionner parce que si Donne-moi j'achète, ce prix. Vas-y, vas-y, donne-moi si je rentre, donne le prix, s'il te plaît. si je Donne-moi rentre juste par uniquement exemple le prix. bah oui, j'essaie de calculer. Si je rentre par Mhm, exemple à 25 dollars et que ça chute à 15, donc mhm. j'ai perdu 10 dollars. Et si je rajoute 15 dollars, en fait, sur les 25, d'abord, il va me rester 15. Donc, si je rajoute 15, ça va faire 30. Et puis, je perds encore 5, il va me rester 25. Et si je rajoute encore, par exemple, 15 autres et que
ça chute, par exemple, à 10, donc j'aurai 25. Non, écoute ce que je dis. 25, 15, 5. Va avec ces chiffres, s'il te plaît. Ne mélange pas. OK, 25, 15, 5. 15, 5. Voilà. Donc, ce qui veut dire que si la première fois j'achetais 25 et que ça a chuté de 10, il va me rester 15. La deuxième fois, j'ajoute 15 et que ça chute de 5, il va me rester 25. Et la troisième fois, si je rentre à $5, c'est bien ça? Exact. Voilà, si je rajoute $5, donc ça va me faire 30. Bon, maintenant, la troisième fois, donc au total, mon prix de revient sera $30. Non, c'est ce que je disais. Donc, il y a un problème déjà de prix de revient. Ton prix de revient ne peut pas être de $30 puisque tu n'as pas acheté l'actif à $30. En fait, Tu oui, achètes, bon, attends. le prix d'achat, c'est le prix Ah, d'achat plutôt que je voulais dire, qui est de $30. alors, allons doucement. Comment veux-tu que ton prix d'achat soit de $30 vu que tu n'as jamais acheté l'actif à $30? L'actif commence à 25. Donc, ton prix d'achat ne peut pas être supérieur sur un prix que tu n'as pas eu puisque le prix n'est jamais arrivé à 30. Donc, ton prix d'achat, en aucun cas, ne peut être à $30. C'est impossible. Le prix n'est jamais à $30. Mhm. Bien, voilà pourquoi. C'est bien souvent ce genre d'exercice. Tu vois que là, ça n'a rien à voir avec la pratique. C'est déjà les notions. Voilà pourquoi quand je pose des questions, c'est exactement ça. Et si je ne fais pas des petits exercices pour me rendre compte qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, si je n'avais pas posé cette question, tu vois que toi, au fond, tu comprends cette notion, mais tu ne comprends pas. Et je ne sais pas si tout le monde est dans cette situation, malheureusement. Voilà pourquoi je dis, n'ayez pas peur de poser des questions quand vous ne comprenez pas les notions, les gars. Quand vous ne comprenez pas, posez des questions. Parce qu'une fois que vous ne comprenez pas les notions, comment voulez-vous faire en sorte que ces notions, vous les mettiez en pratique? Ça serait impossible. Parce que vous ne comprenez pas la notion et la pratique sera désuète. Mais lorsque la notion est comprise, la pratique, ça c'est autre chose, ça serait plutôt facilité. Donc là, on voit que plutôt c'est la notion que tu n'arrives pas à maîtriser, Marie. Martial, tu peux lui donner un petit coup de pain, ou bien s'il y a quelqu'un d'autre éventuellement qui peut essayer d'intervenir, éventuellement hormis Martial. Ouais. Attends, Vincent, s'il te plaît, attends, je vais te poser la question à Vincent. Vincent, est-ce qu'il est avec nous, Vincent? Je ne suis pas sûr que Vincent soit là. Bon, ok, Martial, let's go, vas-y. Oui, en fait, je voulais tout simplement dire que pour calculer son prix moyen, il n'a qu'à faire le total de tout ce qu'il a acheté et puis diviser par le nombre d'achats qu'il a fait. C'est-à-dire que si la première fois, il a acheté à 25 et plus après, il a acheté à 15, plus 5, donc ça fait 25 plus 15 plus 5, et puis tu divises par 3. 45, ça fait 45. 45 divisé par 3, il reste 15. Donc ça, c'est ton prix moyen. C'est ton prix d'achat, c'est ton prix que tu as acheté cet actif à 15. Donc, tu comprends bien, il suffit que cet actif vienne à 17 pour que tu sois en bénéfice. Tu n'as plus besoin que cet actif vienne à ton premier prix initial qui était à 25, qui peut être plus haut. Mais à ce niveau, la quantité n'est pas la même. C'est-à-dire que on s'en fout de la quantité. On s'en fout. Là, il y a deux notions, quantité et valeur. Le coût de revient, c'est le coût à partir duquel on retombe sur ses pattes. En gros, c'est le break-even, quoi. Exactement. Mais oui, c'est ça. On s'en fout de la quantité. Donc, en fait, à partir du moment où on a commencé à acheter à 25, on a déjà perdu parce qu'ensuite, on va à 20 et à 10 puis à 15, bah, du coup, c'est 25. Puisque ce qu'on a acheté en DCA, parce qu'on a commencé à 25, admettons, bon, on s'est trompé. Ensuite, ça descend. Mais tout ce qu'on fait après, derrière, c'est du DCA. Donc, quand on remonte à 25, ben, on est retombé sur nos pattes, même voire on a fait du profit avec ce qu'on a continué d'acheter en DCA. Non, mais c'est ça, regarde. Quand tu achètes à 25 et que tu ne fais rien et que le prix revient à 25, tu es en break-even, oui. Mais si on est à 25, que tu descends à 15, que tu achètes à 15, ton prix n'est plus à 25. Tu n'es plus en break-even à 25. Tu seras entre 25 et 15, ton break-even. Exactement. Et si on descend encore à 5, ton break-even ne sera plus par exemple, je ne sais pas, ton break-even ne sera plus à 10, c'est-à-dire ton break-even ne sera plus entre 25 et 15, ton break-even sera peut-être entre 15 et puis le dernier prix que tu as acheté. D'où l'importance du DCA. Ça veut dire qu'en achetant à chaque fois plus bas, on fait en sorte qu'on se rapproche plus du prix actuel. Mais si on ne fait rien,
et que, par exemple, je donne un exemple, on achetait à 25, le prix chute jusqu'à 3 $, on n'a rien foutu, mais tu vois que pour passer de 3 $ à 25, ça risque de nous prendre du temps. Par contre, si entre la chute de 25 à 2, on s'est mis à acheter, on va faire en sorte que notre break-even soit par exemple de 8. Et là, c'est plus facile de sortir à 10, 12 que c'est plus facile de sortir de 2 à 10, 12 que de 2 à 25. Mais donc, du coup, il faut prendre en compte les quantités. Parce que si on a acheté une quantité donnée à 25 et qu'on a acheté plus, par exemple, à 15, ça va modifier le coût de revient. Mais plus, le problème, même si tu achètes une petite partie, ça modifie toujours. Mais plus tu achètes une grosse quantité, plus ça va plus modifier. Effectivement. Peu C'est importe. ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Si tu as même encore plus d'avantages parce que tu vas acheter moins cher, donc achète plus. Donc, voilà. Exactement. Je donne un exemple. Je donne un exemple. Moi, je suis sur un cas où j'ai acheté du lina, grosso modo, on était à peu près, je ne me rappelle plus, à 6 centimes. Hein, j'en avais utilisé à peu près pour 30 000 $, à peu près à 6 centimes. Donc, j'avais deux possibilités. Soit on a chuté, on a vraiment beaucoup chuté. Ça veut dire que si je n'avais, je donne un exemple, j'avais à peu près, je donne une connerie, hein, je donne vraiment une connerie, 100 000 quantités d'une certaine crypto-monnaie qui était supposant à 6 centimes, 100 000 à 6 centimes. Le prix chute jusqu'à, disons, 1 centime. Je ne fais rien du tout. J'ai toujours mes 100 000, mais qui seront moins, qui ont perdu la valeur entre 6 et 1. Mais par contre, pendant cette baisse, si je continue à en acheter et que j'ai peut-être 1 500 000, c'est-à-dire j'aurai 500 000 de plus, tu vois qu'à un moment donné, au lieu de me retrouver, par exemple, je ne sais pas moi, de 10 000 qui étaient à 6 centimes et de me retrouver à 2 000 qui étaient à 1 centime, je peux me retrouver grâce à ces 5 000 en plus, pas de 2 000, mais pas, à peu près vers 4 ou 5 000 en termes de valeur. Je ne sais pas si c'est clair, si c'est clair ce que je suis en train d'expliquer. Maintenant, ça dépendra. Oui, Marélie. Bon, ça va, mais c'est pas encore 100% clair. Je suis là, je vais expliquer. Emma, Oui, très simple. Tu payes une pièce à bonsoir. 1 $. Tu investis 100 $ sur une pièce, tu Mhm. payes. Ça te donne, on va prendre les chiffres, 100 $, il coûte 1 $, tu as 100 pièces. La pièce chute à 50 centimes, tu ne fais rien. Pour sortir de cette position, tu es obligé d'attendre que la pièce revienne à 1 $ pour que tu sois en break-even. Pour sortir en gain, il faut qu'il dépasse les 1 $. Mais qu'est-ce qui se passe quand il chute à 50 centimes? Tu mets 100 $. Tu n'as plus 100 pièces, tu as 200 pièces. Ton prix de revient chute complètement de 1 centime parce qu'avec la moitié de l'argent que tu as investi, tu as eu le double de ce que tu avais eu. Ta quantité explose parce que tu vas te retrouver avec 300 pièces avec un investissement de 200 $ à 50 centimes. Ton prix de revient va osciller entre 60 et 70 centimes. Tu comprends? Une fois que la pièce va quitter de 50 centimes à 60 centimes, si ton prix de revient est à 60 centimes, automatiquement, tu as un gain, tu as un break-even. Quand il va faire 80 centimes, tu te retrouves à gagner l'argent déjà. Tu te retrouves en gain en ce moment. Tu peux même te permettre de couper une partie et de laisser continuer et de te replacer en break-even pour sortir à zéro au cas où tu n'as plus envie de subir la baisse. Mais si c'est un projet long terme, voilà. Pour tous ceux qui sont sur le Lina, qui ont commencé en novembre 2021, quand on a commencé, on a payé le Lina entre 6 centimes et 4 centimes. Moi, je te dis aujourd'hui, avec le DCA, avec le staking, mon prix de revient de Lina, c'est 1 centime point 3. Quand le Lina a fait 1 centime point 1, j'étais déjà en gain. Si je veux, je ressors complètement. J'avais c'est-à-dire pendant une année après avoir fait le DCA et le staking, je ressors en gain mon capital plus du gain. C'est pour dire la force du DCA, c'est ça. Et quand tu es sur l'ETF, tu sais que tu n'es pas liquidé. Pourquoi avoir peur? Tu as deux choix. Tu rentres sur l'actif, il baisse. Tu as
l'algorithme. Tu te places, tu regardes le prochain support, c'est où? Tu te dis, j'investis, je fais du DCA sur le prochain support. Si ce support tient et qu'il répare, ça veut dire que j'ai diminué mon prix, par exemple, de 6 centimes à 3 centimes. Il a chuté à 1 centime. À partir de 3 centimes, je suis en break-even. S'il fait 6 centimes, j'ai déjà multiplié mon capital fois 2. Et ce qui est intéressant, en faisant le DCA, j'ai augmenté ma quantité. Ça fait que quand il va atteindre 6 centimes, le fait que ma quantité a augmenté, la valeur a doublé. Donc, ça fait que c'est ça la force du DCA. Mais celui qui attend va attendre, il va atteindre 6 centimes. Celui qui va faire le DCA va sortir avec. J'en connais des exemples. Aujourd'hui, moi, je suis sur une pièce qui a un potentiel énorme. Il a chuté, mais je suis tranquille. J'attends le prochain support où je vais ajouter. Et j'ai le choix aussi de dire, je rentre en short, je rentre en couverture avec le S pour l'accompagner. Est-ce qu'il va aller? Parce que tu peux te retrouver piégé ou au moment où tu fais, il répare. Donc, c'est à toi de choisir la méthode qui te convient. Je patiente, je fais le DCA. Je fais baisser mon prix pour qu'il répare parce que je n'ai pas de liquidation. Je ne suis pas dans cette pression de faire le FOMO. Ou de se dire, OK, si je fais le FOMO, il va aller dans l'autre sens, je gagne. Je dois encore prendre cette somme, réinvestir, avoir un bon prix. Quand il va revenir, je ressors. À chacun de voir en fonction de sa personnalité, de son analyse, ce qui lui convient. Exactement. Effectivement, c'est un peu effectivement ça. Donc, pour prendre un petit peu le cas encore du Lina dont il parlait, nous qui avons acheté à 6 centimes, regardez, on est à combien? On n'est même pas à 1 centime aujourd'hui. Même pas 1 centime. D'accord? Par exemple, moi, avec la quantité que j'ai aujourd'hui, il me suffit que le prix, que le Lina, grosso modo, arrive à 2 centimes, je suis en bénéfice, mais énorme. Voilà pourquoi je vise 4 centimes pour faire sortir non seulement un bon capital pour continuer mes projets et laisser encore, comment dirais-je, et laisser encore d'autres Lina plus. Donc, pendant ce temps, c'est que tant qu'il traîne, je continue en accumuler encore plus vu que le prix est moins cher. Et certains d'entre nous, nous sommes en train encore de prier pour que le prix descende jusqu'à 7 pour qu'on continue en accumuler. Donc, ce qui veut dire que si, par exemple, on donne un exemple, on avait commencé avec, je donne un exemple, avec un portefeuille de 20 000 $, le 6, lorsque le prix était à 6, en ayant accumulé, et puis en ayant accumulé pour faire en sorte que nos quantités, vu que nos quantités étaient encore plus bas, on se retrouve avec des quantités fois 3. Vous comprenez que quand on va arriver à 6 centimes, on n'aura pas eu 20 000, mais on aura 20 000 fois 3, parce qu'on a fait du DCA. Mais celui qui ne va rien faire, il va revenir à son prix de départ, sortir avec ses 20 000 ou 21 000, pendant que nous, quand on va arriver à 6 centimes, au même prix qu'on a commencé, on va par exemple sortir avec 60 ou 80 000. Voilà la différence de ceux qui font du DCA et ceux qui ne font rien du tout. D'accord? Maintenant, l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'on fait du DCA en prenant l'argent de notre poche? Non. Voilà maintenant la force encore de ces ETF. En allant utiliser, moi, une bonne partie des BNB que j'utilise grâce aux ETF. Je prends 200 $ sur les ETF, je mets 50, je sais à quel moment je rentre, je rééquilibre. En 10, 15, 20 jours, par exemple, je me perds 40, 50, 60, 10 ou 80%. Je reprends encore ces capitaux, c'est encore du dollar que je réinjecte et j'augmente encore plus d'ETF. Donc, ce qui fait qu'avec 200 $ en un trimestre, je m'en trouve grosso modo avec 600 $. Si je peux dégager 300 $ pour encore acheter un actif qui sera encore plus bas, vous comprenez, mais que c'est 300 $ qui ne sont pas sortis de ma poche. Je suis parti de 200 $, j'ai transformé 200 $ en 600 $, j'ai pris 300 $ pour réinjecter sur le DCA et les autres 300 $ continuent à aller chercher des capitaux pour mes projets d'accumulation. Donc, l'idée, c'est d'investir une fois et c'est fini. Et c'est là que les ETF maintenant rentrent en jeu. Parce que les ETF, c'est des stablecoins. Ça nous donne du cash, ça ne nous donne pas de l'accumulation. Ça nous permet d'avoir des dollars. Parce qu'on a toujours besoin des dollars. Pour ceux qui sont, par exemple, sur le Lina, vous pouvez être à un moment donné où vous êtes en liquidation. Et il vous faut 300, 400 $, 500 $ pour aller sur le terminateur. Vous ne les avez pas. Mais vous avez pris des positions sur les ETF pendant 1 ou 2 mois qui vous ont généré. Vous pouvez aller puiser là-bas. Et tant mieux, c'est ça le but. C'est en quelque sorte votre secteur de cash flow. Utilisez-la comme les cash flows. D'accord? Et ça peut être aussi valable aussi, par exemple, sur le LUSD, ceux qui sont en train de trader le LUSD contre l'USDT.
Donc, tout ça, c'est des moyens de mettre du cash flow, d'avoir toujours du cash flow qui ne viennent pas de votre poche. C'est comme ça qu'on doit réfléchir en termes d'investissement. Est-ce que ça répond à ta question un petit peu, Emma, et ce que je viens de dire, ce que Sou vient d'exposer? Oui, ce qu'il a exposé, c'est bon. J'ai compris. Maintenant, juste qu'il faudrait que je me mette à pratiquer. C'est tout. Oui, il faut maintenant que tu mettes. Et ce qui est bien encore une fois de plus que je remarque avec Mex, vous avez dû vous rendre compte que sur Finance ou sur Binance, on vous demande de rentrer avec 10 $. Mais sur Mex, je me suis rendu compte qu'on peut même rentrer avec 1 ou 2 $. Moi, ce que je me trompe, je l'ai testé, ça a fonctionné. C'est encore incroyable. Avec 1 ou 2 $, on prend des positions sur spot, chose qu'on ne peut pas sur Finance ou sur Binance, où on nous demande un minimum de 10 $. Oui. Voilà encore l'avantage de Mex. Donc, même avec 3 ou 4 ou 5 ou 6, vous faites du DCA. D'accord? Vous le faites. OK? D'accord. Voilà. Donc, Merci. oui, Sou. J'avais juste une question. Est-ce que tu peux nous montrer en live vite fait comment se positionner sur les ETF? Parce que moi, je vois pas comment on peut différencier un token classique en spot d'un ETF. Bon, le compte que j'ai ici, ce n'est pas un compte. OK, je vais essayer d'ouvrir le compte rapidement. Non, sur TradingView seulement directement. Sur Sur TradingView, c'est-à-dire. non, ta question, c'est quoi? Sur la plateforme MEX ou sur TradingView pour l'analyser? William? Non, c'est sur la plateforme. Sur la plateforme, est-ce qu'il y a un onglet spécial ou en fait, Non, tu comment pars dans Trade, tu pars dans OK. l'onglet Trade et puis tu cliques. Si tu cherches sur la barre de recherche, oui, mais à la partie spot, il y a la partie ETF. Si Un tu cliques instant, sur je vais. OK, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Allez, c'est parti. Bien. OK, donc voilà comment la plateforme se présente. Donc, vous allez arriver ici. Vous avez bien que vous avez marché, tradé ici, contrat à terme. Voilà, quand vous venez par exemple sur ici, vous venez sur ETF à effet de levier, à partir tradé là. ETF à effet de levier. Lorsque vous cliquez sur ETF à effet de levier, ça n'a pas besoin. En ce moment, vous avez tous les choix ici, d'accord? BTC3, vous voyez que c'est une plateforme classique, hein? Hors limite, hors marché, hors stop limite. Et si vous voulez faire des recherches, vous tapez ici. Supposons que je veux prendre par exemple DOT 5, hein? DOT 5. Donc, ça veut dire que DOT 5 fois. Vous voyez que là, automatiquement, je l'ai soit en long ou en short. D'accord? Donc, c'est ici. Donc, vous arrivez sur ETF. ETF, comme je viens de dire, effet de levier. Vous cliquez dessus. Vous avez encore une liste de ETF x3, x4, x5, x2. Et lorsque vous faites sur le x5, par exemple, vous n'avez que du Bitcoin, de l'Ethereum, du LTC, du EOS, du XRP, du BCH, hein, du Bitcoin Cash, du DOT, du Tron, du Tezos, du Doge et du Shiba. Voilà les crypto-monnaies qui sont en 5. Mais par contre, si vous faites du 3, alors là, vous avez tout. Vous amusez, regardez, c'est énorme, c'est énorme. Vous avez du KNS, vous avez du IOTA, du XPL, du BAND, vous avez tout ce qu'il vous faut en 3. Du MKR, du Senetix, du YFI, du Sushi, du BAT, du CRV, c'est vraiment toutes les crypto-monnaies en x3. En x3, vous avez pratiquement, on peut dire, 60-70% des crypto-monnaies en effet ETF. D'accord? Donc, vous arrivez sur ETF. Comment? Et excuse-moi de te couper. Et du coup, les bénéfices, c'est quoi? En fait, on possède le token. Non. Donc, non. Non. OK. Donc, on récupère du Tether, on récupère du stablecoin si on ferme la position, quoi. C'est exactement. Les ETF sont uniquement là. Ce ne sont pas des crypto-mères. On ne peut pas posséder. Ce sont des sous-jacents. OK, ça marche. D'accord. C'est comme si quand tu traites sur des CFD, tu ne possèdes pas l'euro ou l'or, tu possèdes le sous-jacent de l'euro ou l'or. Et là, par contre, on possède ce qui nous fait gagner, c'est des stablecoins multipliés par le pourcentage de l'actif. Si le BTC fait 3% et que vous êtes sur un BTC 5, c'est que vous gagnez 5 fois 3%. Et on sait qu'en règle générale, le BTC 2%, il peut le faire facilement. Donc, en contrepartie, si vous faites du 5, ça vous fait 5 fois 2, ça vous fait 10% de la journée. Donc, si vous faites ça 10 fois dans le mois, où est-ce que vous générez en mois sans cette partie de liquidation, encore une fois de plus. It's OK, c'est bon pour tout le monde? Leader, j'ai une petite question. Oui. Donc, si je comprends bien, avec ces crypto-monnaies-là qui sont listées là, on n'a pas trop de soucis. Comme par exemple, la dernière fois, j'ai été confronté avec Binance où lorsque je voulais
shorter du link, par exemple. J'avais le link que j'avais acheté. Et puis, je voulais faire un short, mais sauf que je n'arrivais pas. Et il y a, je crois, Romain, ou je sais plus, il y a quelqu'un qui m'avait répondu, qui disait qu'il fallait que je possède l'actif d'abord avant de pouvoir shorter ça. Oui, Et mais ici, est-ce que c'est la même chose ou bien c'est non, autre non, chose? c'est que tu n'as pas compris la notion de la manière dont comment ces ETF fonctionnent. C'est que tu n'as pas bien compris comment ces ETF fonctionnent. Je donne juste un exemple. Le Bitcoin va chuter. Tu vas acheter un S ou bien tu vas acheter un L. Ou bien tu vas vendre un L ou bien tu vas vendre un S. Je te pose une question. Le Bitcoin, Normalement, tu fais ton analyse, nos algos disent, tiens, le Bitcoin va chuter. Toi, tu fais quoi? Tu achètes, tu vends le L ou tu achètes, tu vends le S. normalement, je vends le S, le short. Bien. Quelqu'un pour répondre à sa question, si vous pouvez l'aider? Il faut acheter du S puisque tu veux shorter, il va baisser, donc achète du S et tu vends du L. Qu'est-ce que Donc, tu viens de le dire, bit, William? Attends. Qu'est-ce que tu viens de dire, William, sur la première partie? Je disais, si le BTC, donc le BTC, il va chuter, donc il faut acheter du BTC 3S. Oui, du BTC 3S et puis vendre du BTC 3L, c'est ça? Non, vendre du S, si jamais on détient des ETF en longue, il faut les vendre pour limiter la perte. Exactement. Dans tous les cas, il faut toujours acheter avant de vendre et non oui, faire vendre tant qu'on n'a pas. Donc, on ne peut pas vendre un S, on doit l'acheter. d'accord. Mais c'est justement le cas que j'avais sur Binance. J'avais déjà acheté du link up et maintenant, il fallait shorter. En fait, il fallait maintenant le vendre. Et quand je voulais vendre, à chaque fois, ça passait pas. Mais c'est normal parce que tu avais acheté du link up. Maintenant, toi, tu as envie de shorter du link, tu dois acheter du link down. Tu dois acheter du link down. Parce que tu as envie de vendre le link. Mais en réalité, tu ne vends pas le Se link, tu dois débarrasser de ces l'acheter. longues, il n'a pas pu. Parce que normalement, en fait, c'est ce que tu disais. En fait, il voyait que le prix n'allait pas dans le sens où il voulait. Et en fait, il voulait juste se débarrasser des longues pour limiter la perte. Mais je crois qu'il n'a pas pu. C'est bien ça que tu disais. Ouais, c'est bien ça. Mais non, mais c'est parce que quand tu vas sur vendre, je répète une fois de plus, quand tu arrives là, tu achètes, je ne sais pas, malheureusement, je ne peux pas donner un exemple. Tu viens sur un lent ici. Quand tu trades ici, il te montre cette partie, c'est exactement la même chose. Mais quand tu es sur marché, et là, je n'ai pas grand-chose, vous voyez que je n'ai rien du tout, j'ai que des USDT. Quand je vais acheter avec cette somme-là se retrouve ici. D'accord? Donc, ça se passe très mal, j'ai envie de vendre, mais je viens vendre ici automatiquement. Je clique vendre ici, je mets la totalité, c'est exactement la même chose que Binance. Il va les vendre. Si je les ai réellement, mais si je ne les ai pas, ça ne passera pas. Oui, mais dans mon cas, je les avais du côté acheté. Par exemple, j'avais acheté le link up, comme je disais, et c'était disponible. Il y avait ça disponible ici. Mais sauf que Non, la malheureusement, partie j'ai short, pas. lorsque je voulais lorsque je voulais shorter maintenant, le côté short, c'était zéro. Il n'y avait pas Et tu l'avais même pas envoyé vendre. tu l'avais envoyé dans Discord, c'est ça? Oui. J'avais la capture Attends, que j'avais envoyée. on va checker. Attends, on va checker. Tu l'as envoyé ça sur quelle partie déjà? Chat, le chat général. Ok, tu te rappelles de la date par exemple, parce que c'est qu'il y a plein de choses. Tu te rappelles de la date? Bon, c'est quoi là? Ça remonte à, je sais pas, 3-4 jours déjà? 3-4 jours. 3-4 jours. Ouais, 3-4 c'est là, c'est jours. là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. C'est On où? est là, pile poil. On est où? On est où? On On est où? redescend un peu, Ok. on redescend encore. Ok, Encore salut un à peu, tous. voilà, c'est là. Ok, c'est bon. Quelqu'un peut m'aider? J'ai des soucis pour faire passer un ordre en short sur le link. Ben oui, regarde ce que tu dis. Là, tu parles de link down, mais là, tu nous parles de link up. Oui, Tu vois en ce que je fait, veux dire? c'est-à-dire, bon, Mais regarde. Tes USDT étaient ici. Ils ne sont pas retrouvés là. Comment veux-tu vendre quelque chose que je n'en ai pas encore acheté? mais c'est justement la question. C'est voilà pourquoi j'avais posé la question que est-ce que Regarde, quelqu'un déjà, pouvait m'aider? tu es sur limite. Oui, Donc, tu ne peux pas vendre quelque chose que tu n'as pas encore acheté. Je crois que c'est ce que Moret a dit. Tout d'abord, il faut avoir l'actif non, en mais ta possession. non, mais leader, regarde bien la capture d'écran. J'avais déjà acheté. Non, tu Regarde n'as bien, c'est pas. disponible. Regarde. Disponible, link, zéro. Oui, mais ça, c'est Zéro. la partie vente.
La partie vente, c'est 0, mais la Mais partie non, acheter, il y en écoute ce que avait je déjà. dis. Écoute ce que je dis. Écoute ce que je dis. Suis ce que je suis en train de te dire. Pour que tu puisses vendre, il faut que ça se retrouve sur cette partie disponible, pas sur cette partie. Cette partie, tu as des USDT pour acheter des link down. Dans ces USDT, ce que tu devais faire, c'était de cliquer sur marché, acheter, et ces 68 $ là vont se transformer en link down. Ici, tu auras 0, ils vont se retrouver ici en disponible en link down et non en USDT. En tout cas, c'est justement ce que je disais parce que j'avais déjà acheté du link up. Regarde, là, on parle de. Attends, stop. Tu me parles de link up et là, on voit link down. C'est qu'il y a un problème. On est Oui, bon, d'accord? en fait, c'est justement ce que je veux. Voilà pourquoi j'ai reposé la question parce que je voulais bien comprendre. Le truc, c'est que j'ai acheté du link up. Maintenant, comme Mais disait. on voit ici, voilà, exactement. On le voit ici, link up ici. On voit très bien qu'ici. Mais regarde, type limite. Tu as vu? Donc, ça veut dire que ton link up ici était encore sur limite, logiquement. Avant Ça, qu'il soit c'est un déjà. autre. C'est un ordre qui n'était pas encore exécuté, mais Mais j'avais attends, déjà, je possédais déjà écoute ce l'actif. que je dis. Écoute ce que je dis. Tu ne peux pas posséder l'actif s'il n'y a pas. Est-ce que tu parlais dans historique ici? Si tu vas dans historique, très simplement, si tu vas dans historique, tu vas le retrouver déjà. Sur le hub que tu parles, le seul historique qu'on voit ici, c'est l'ordre qui est là. Tu n'as pas un ou tu n'as pas deux. On peut le voir ici. Donc, on n'a pas besoin de regarder. On voit que tu avais le seul link up en limite. Maintenant, l'image que tu montres ici, c'est un link down qui n'a rien à voir une fois de plus avec un link up. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu achètes un link up, tu ne dois pas aller vendre un link down. Non, ça n'a rien à voir. Donc, OK, si dans ta. voilà. Dans ta D'où la raison bon, pour laquelle j'ai posé la question tout à l'heure. C'est-à-dire que si j'ai déjà du link up et que je veux vendre du link down, donc il faut que j'achète d'abord le link down et après je le revends. mais c'est exactement cela, oui. Ah oui, mais c'est la question que j'ai posée, leader. Mais c'est pour ça que mais je crois qu'il t'avait répondu, si je ne me trompe pas. Il t'a répondu ici. Tout d'abord, tu dois avoir l'actif en ta possession. C'est-à-dire que tu l'avais acheté. Or, selon ta photo, tu n'as aucun link down. C'est exactement ce que je suis en train de te répéter, que Romain t'a répété. Tu n'as aucun link down. Donc, tu ne peux pas vendre link down pour récupérer des ISDT. Si tu veux prendre position sur le link down, il faut l'acheter. Donc, crée un ordre achat pour avoir l'actif. Je crois qu'il a bien répondu à la question que je suis en train de dire, qui date exactement du 19 mars. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il avait répondu à la question et j'avais compris. Maintenant, là, tout à l'heure, j'ai voulu reposer la question en disant, est-ce que lorsque j'achète, si j'ai déjà acheté l'actif du côté du up, il faudrait que je possède encore l'actif du côté du down avant de pouvoir le revendre. Mais C'est en fait la confirmation que je voulais avoir. mais pourquoi veux-tu te concentrer sur le up et vendre le down que tu n'as pas analysé, sachant que c'est deux stratégies complètement différentes? Ça veut dire que tu n'as pas encore compris la notion de à quel moment utiliser le up et le down. Parce que là, tu confonds. Parce que quand tu utilises le up, ça veut dire que le prix va augmenter, tu en bénéficies. Tu veux bénéficier de ce prix. Quand tu vas vendre là, pourquoi veux-tu t'intéresser au down? Tu vends le up que tu as envie de vendre. En ce moment, vu que le prix va baisser, tu ne vends plus le down, tu vas acheter le down parce que tu veux te couvrir sur la paire qui va baisser. Donc, tu vois, le problème, ce n'est pas le problème comment dirais, une fois de plus, de pratique, c'est le problème de compréhension de notion de ces termes. Parce que pour toi, tu te dis, j'achète le up, OK? Et quand le prix va partir, du coup, je vends le down. Mais non, ce n'est pas comme ça. Tu achètes du up, le prix augmente, tu prends tes bénéfices en vendant ce up. Le prix du sous-jacent, c'est-à-dire du link USDT, va baisser. Pour profiter de cela, on fait quoi? On achète le link down. Et quand on va arriver dans un moment où on sait que le link USDT va augmenter, on vend le link down et on achète le link up en ce moment. Mais jamais acheter link up, puis vendre link down, ou bien acheter link down, puis vendre link up. Ça ne OK, fonctionne pas comme ça. là j'ai bien compris parce qu'en fait, c'est cet éclaircissement-là que je n'avais pas vraiment et que je confondais en fait. Très bien. Moi, je Maintenant, me si je te disais pose la que, voilà. question, le LTC est en train de baisser pour profiter de cette transaction. Le LTC USDT baisse. Tu as envie de profiter grâce aux ETF. Quel actif ETF tu vas l'acheter? Le short du LTC. Tu achètes le short du LTC.
Bien. Oui. Maintenant, le short du LTC quitte le BO vendeur, arrive au BO acheteur. Qu'est-ce que tu vas faire avec ce LTC short? Je le revends. Pour faire quoi par la suite? Je le revends pour acheter maintenant LTCL, le long. Bien. OK, super. Je crois que là, c'est maintenant clair. Là, j'ai compris. Très bien. OK, super. Donc, Bien, je crois merci. que les gars, je t'en prie, je t'en prie. Donc, je crois qu'on va s'arrêter là. On verra les autres choses après parce que là, on a encore une fois de plus bousillé les choses. Mais bon, il faut souvent traîner. Désolé, on est obligé souvent de traîner et puis ne pas laisser tout le monde à la ramasse pour que tout le monde puisse éventuellement suivre. Mais exercez-vous, mais avant de vous exercer, essayez de comprendre ces notions de L-up et surtout quand on rentre en position. Et surtout, n'oubliez jamais d'analyser les crypto-monnaies mères. N'analysez jamais les up, n'analysez jamais les L ou les S seuls. Analysez toujours les crypto-monnaies mères. C'est-à-dire, si vous voulez prendre une Link L, Link S, analysez Link USDT, BTCS, BTCL, analysez le BTC, Doge S, Doge L, analysez Doge USDT. OK? Donc, ceci dit encore, merci à tous. Bonne fin de week-end et on se dit à mercredi prochain. Allez, bye bye à tous. Merci. Merci, ciao.